Bonjour aux personnes qui sont présentes et qui nous ont rejoints. Merci à vous d'être là en ce début d'après-midi et en cet horaire peut-être de pause déjeuner. Donc, j'espère que nous avons peut-être agréablement accompagné votre sandwich, votre plat, votre dessert. Je suis Valentine Bernier, je suis directrice tourisme et mission office de tourisme à l'agence Inspire Metz. Et donc aujourd'hui, c'est une petite introduction à Metz Métropole, destination européenne créative et durable que nous allons faire. Plus précisément, on va vous présenter une visite virtuelle du cœur de Metz. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place depuis un an déjà. Je le sais puisque c'était au moment, hélas, du premier confinement. Et qu'on utilise aujourd'hui très volontiers en outil de promotion. Et donc, on va pouvoir vous introduire à la destination. Alors surtout, vous n'oubliez pas qu'à la fin, vous avez la possibilité aussi de nous poser des tas de questions à travers le chat tout au long. Donc, c'est moi qui vais y répondre au fur et à mesure ou Carole Fegelo-Tavino, puisque je vois, merci Carole, qu'elle est présente avec nous. Et puis, cependant qu'Estelle va pouvoir tout vous expliquer donc sur le cœur de ville de Metz. Si des questions vous viennent après, si vous avez envie d'en savoir plus, Carole et moi-même, on a chacune, on se partage les rendez-vous, on aura le plaisir de pouvoir vous renseigner puisqu'on a encore des créneaux de disponibles. Si vous avez envie de venir à Metz, de composer votre séjour à Metz, ça sera un grand plaisir pour nous de vous aider, et de répondre à vos attentes. Et puis, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vous avez un programme de visite virtuelle qui se fait aussi durant cette période un peu spéciale. Donc, ces visites virtuelles sont gratuites. Bien après le salon, on commence ce programme dès samedi. Donc, si vous avez envie d'avoir le programme des visites virtuelles par l'agence Inspire Metz Office de tourisme et de vous y inscrire la semaine prochaine, ou ultérieurement, c'est avec un grand plaisir qu'on vous inscrira. N'hésitez pas à nous laisser un petit message. Et je laisse donc maintenant la parole à Estelle Trunkenwald, qui est donc notamment chargée de médiation et qui va nous faire cette visite virtuelle. Estelle, à toi de jouer. Eh bien, bienvenue pour cette visite virtuelle. Donc, je m'appelle Estelle. Ça, vous le savez maintenant. Vous pouvez oublier mon nom de famille, c'est un peu long. Je vais vous présenter et je vais vous faire voyager à travers la ville de Metz grâce à ces visites virtuelles. Mais avant de commencer, je vous fais peut-être un petit résumé au niveau de l'histoire pour que vous ayez une petite idée aussi de la richesse qu'on peut y trouver. C'est une ville qui remonte au Médiomatrique, donc le peuple celte, qui vont devenir des gallo-romains comme tant d'autres. Donc on peut voir dans la ville des monuments, un monument en particulier, mais surtout des restes de la période romaine. C'est une ville qui va devenir plusieurs fois capitale, le royaume d'Austrasie, de la Lotharingie, une république qu'on dit Messine, donc à partir du XIIe siècle jusqu'au XVIe siècle. Et puis, grâce à cette histoire très mouvementée aussi qui vient par la suite, donc devenue française, elle sera 2 fois allemande. Donc on a la chance d'avoir un patrimoine qui est très large au niveau chronologique à visiter sur Metz. Et nous, on a bien dû faire un petit choix. Donc je vais partager mon écran pour que vous puissiez vous projeter sur notre époque. Je partage ici. On me dira si c'est bon. Voilà, donc est-ce que c'est bon, Valentine? Tout va bien, sinon j'aurais déjà protesté. Tout va bien. Donc, je vais vous montrer un plan de Metz, c'est le Moyen-Âge, ou du moins c'est la fin du Moyen-Âge pour situer un peu les différents emplacements que nous visitons beaucoup. Donc là, vous avez la colline Sainte-Croix où se trouve l'origine de notre ville, là où se sont installés les Celtes, les Médiomatriques. Et puis, on a la situation au XVIe siècle. Donc, vous avez une citadelle qui a été réalisée et créée à partir du XVIe siècle, au moment où Metz quitte le Saint-Empire romain germanique pour devenir une ville française. Alors, nous, dans notre balade, il y a 3 emplacements qu'on va découvrir. C'est cette île
qui s'appelle l'île du Petit Saulcy, qui jusqu'à ce moment-là, en tout cas jusqu'au XVIIIe siècle, sera un semi-marécage. Vous le voyez dans la situation. La cathédrale, qui est centrale et qui se voit de partout. Et puis, caché ici, en tout petit, la porte des Allemands. Donc, en gros, je vous fais le parcours de la grande voie de circulation qui va de Strasbourg vers Reims avec cette petite balade. Et je vous place aujourd'hui sur cette île du Petit Saulcy. Comme son nom l'indique, elle est entourée des eaux de la Moselle. Donc, vous avez un bras qui coule ici, un autre qui est à l'arrière de ce bâtiment. Et comme vous pouvez le constater, ça n'a plus l'air d'un marécage. Vous avez en fait là un ensemble de bâtiments qui montrent différentes périodes, deux périodes en particulier. Le XVIIIe siècle avec l'opéra-théâtre qui est sur ma partie centrale, rejoint de deux ailes latérales ici, l'aile du pont Saint-Marcel qui entoure, y compris l'aile de la douane qui se trouve là. Donc cet ensemble est conséquent. On commence à réaliser ces travaux déjà en asséchant le site et en poursuivant les travaux sur une assez longue durée. Ce qui est remarquable, c'est que cet ensemble est construit notamment sur la volonté du maréchal de Belle-Île, qui est le petit-fils de Fouquet, et plutôt une autorité militaire. Et ce sont les premiers véritables bâtiments officiels de l'époque française. Cela faisait déjà 100 ans que la ville était occupée par la royauté. Mais là, on passe au mode, on montre le pouvoir royal et avec un bâtiment culturel, l'opéra-théâtre. C'est aujourd'hui le plus ancien opéra-théâtre encore en fonction, inauguré en 1754. Quant aux bâtiments latéraux, ils avaient également leur fonction. L'aile du pont Saint-Marcel était destinée à accueillir les logis des officiers et sous-officiers du roi. Donc, si je devais raccourcir un peu la chose, je dirais qu'après le spectacle, puisqu'ils étaient obligés de prendre des billets à l'opéra-théâtre, ils pouvaient aller directement se reposer dans leur quartier. Et de l'autre côté, l'aile de la douane indique la proximité d'ailleurs du port qui permettait le déchargement des denrées et donc également la déclaration des denrées. Alors ce bâtiment est de style classique, ai-je dit, plutôt on va dire sobre. On retrouve les codes traditionnels de cette architecture avec des anses en forme de panier, les fenêtres un peu plus haut qui sont en anse abaissée. On a également ces arcades qui permettent de passer d'un bâtiment à l'autre en étant tout à fait protégés. Et les seuls éléments de décoration un peu plus, on va dire, artistiques qu'on voit sur cette façade vont être ajoutés bien plus tard. Donc, il s'agit des muses qu'on a le long de la balustrade, le fronton qui est sculpté, ce n'était pas le cas, et vous avez aujourd'hui un jet d'eau, une petite fontaine qui va s'ajouter au XIXe siècle. Alors, pas sous cette forme, mais précédemment, vous n'aviez donc pas de fontaine sur ce site. C'était une place très minérale. L'intérieur est de style toscan. Il est très mignon. Il est remarquable, cet opéra-théâtre, également pour l'astuce dont il a fallu faire preuve. Je vous disais qu'on était sur une île, qu'à l'arrière de ce bâtiment, vous aviez la Moselle. Normalement, et très souvent en tout cas, on entre sur la partie centrale et vous aviez la Seine juste à l'arrière et l'ensemble des bâtiments, loges, emplacements techniques qui se poursuivent. Dans notre cas, ça n'a pas été possible. Donc, l'entrée se fait sur les côtés et le résultat, c'est que la Seine se trouve à peu près à ce niveau. Quant aux fenêtres qui sont ici, ce sont des fenêtres en trompe-l'œil. Donc, on a donné visuellement l'impression d'un bâtiment tout à fait traditionnel dans sa conception, mais on a un peu trouvé des astuces pour placer les tribunes, la scène dans un autre sens.
Voilà. Donc cet opéra-théâtre, le plus ancien en fonction aujourd'hui, est un des hauts lieux culturels de la ville de Metz et qui nous fait replonger finalement dans le XVIIIe siècle. Par ailleurs, c'est également le seul qui est encore, un des rares plutôt, qui est encore un corps de ballet, de chanteurs, les équipes techniques pour la création de décors, de costumes. Donc, c'est vraiment un tout, ce qui n'est plus souvent le cas de nos jours. Et la collaboration est également internationale. Quand il y a des productions faites sur place, elles sont volontiers exportées dans d'autres régions de France et d'Europe. Alors, je vais tourner un petit peu pour vous permettre d'avoir une petite vision. Ça, c'est une vision le soir. C'est un endroit qui est très agréable. Vous voyez qu'il y a des terrasses avec le bar du théâtre, un restaurant qui se trouve à ce niveau-ci et arrive dans notre champ de vision un bâtiment qui est légèrement différent de par sa couleur, mais également de son architecture. Il s'agit là du Temple Neuf. Alors, je reviens un peu en arrière par rapport à l'histoire. La ville était française à partir de 1648 officiellement, après le traité de Westphalie. Donc, on est sur une architecture classique française, ce qui n'étonnera personne. Mais quand on perd la guerre franco-prussienne, la ville devient allemande. Et à cette époque, étant majoritairement catholique, on pense plutôt église, mais les nouveaux arrivants sont plutôt protestants. Au début du XXe siècle, il faut ajouter une seconde église, ou plutôt un second temple. Je crois pas, non, on ne devine pas le temple de la garnison qui est juste un peu plus éloigné. Donc, au début du XXe siècle, est créé et construit un second temple qu'on appelle le Temple Neuf. Alors, ce bâtiment est, lui, de style néo-roman. Il reprend les codes des églises rhénanes et romanes qui se trouvent donc en Allemagne, avec les tours ici, le lanterneau qui se trouve à l'arrière. On peut retrouver un peu des bâtiments similaires à Marie-Allard, dans les zones rhénanes, mais en particulier, ça se rapproche beaucoup plus encore du modèle de la cathédrale de Spire. Alors, le néo-roman choisi par l'autorité allemande de l'époque, en particulier Guillaume II, tranche véritablement avec l'architecture globale du centre-ville. On retrouve plus ce style néo-roman autour de la gare. Et je fais une petite parenthèse en disant qu'elle marque les esprits puisque à 3 reprises, elle a été élue plus belle gare de France. Donc cette architecture pleine nos jours, ça a été quand même plus difficile à l'époque. La pierre vient de plus loin, alors qu'essentiellement Metz est construite avec la pierre de Jaumont, une pierre qu'on utilise depuis l'époque romaine, qui est jaunâtre, qui est véritablement dorée, en particulier lorsque le soleil se couche. Et on a également ici un bel exemple de la diversité architecturale. D'ailleurs, sur le site lui-même, je vais faire un petit zoom en arrière. Arrive une troisième période avec la cathédrale. Donc, je ne vais pas prétendre que Milan vous contemple de cette place d'armes, mais vous avez quand même 3 types d'architecture divers qui sont très proches les uns des autres et qui racontent quand même bien l'histoire de la ville. Voilà, donc avant de vous emmener à la cathédrale, histoire de vous donner une petite vision complémentaire, à l'arrière de ce bâtiment, qui est donc l'aile de la douane, vous avez un petit palais, et je tourne. Donc, les services de la préfecture qui sont dans cette aile, un peu plus récente, mais reconstruit dans le style général. Là, vous avez donc un petit palais qui devait accueillir l'intendant de Metz. Alors, dans les villes de l'époque du Royaume de France, les intendants étaient généralement ceux qui devaient gérer la ville, donc le personnage le plus important. Dans notre cas, c'est le gouverneur militaire.
Alors, notre intendant, il a juste droit à un tout petit palais, mais qui n'est pas accessible aux visites. On peut juste voir l'extérieur. Voilà. Comme ça, vous prenez la mesure. Ce sont des places qui sont très aérées et qui permettent de belles balades aussi le long des cours d'eau, en particulier le long de la Moselle qui se trouve ici. Alors, un petit pont et un petit seau, et je vous amène à la cathédrale. Voilà. Donc, bienvenue sur la place d'Armes. Notez bien qu'on y est beaucoup plus rapidement que si on était à pied. Oh là, c'est carrément instantané. Alors, un petit tour de cette place. Alors, je vais déjà commencer pour vous présenter un lieu dont j'espère que vous serez un visiteur dans pas très longtemps. C'est notre office de tourisme. C'est écrit ici, Audibord, qui en est le créateur de cette typographie. Alors, ça n'était pas un office de tourisme au XVIIIe siècle. C'était un corps de garde. Et le fronton qui est là montre bien de l'armement, des cuirasses, ce qui indique un peu le rôle quand même qu'on avait assigné à ce bâtiment réalisé toujours en pierre de Jaumont. En tant qu'autre personnage, vous avez ici le maréchal Faber. La dimension militaire est particulièrement forte à partir du XVIIIe siècle. Précédemment, jusqu'à l'annexion de la France, c'est une ville commerçante et on a de beaux restes. Hein. Et puis ça s'améliore, on a toujours plus de nos jours. Donc, on va dire que notre actuel office de tourisme était le symbole du militaire sur cette place d'Armes. À côté, d'une longueur d'environ 100 mètres, vous avez l'hôtel de ville. Toujours en style classique, toujours la même pierre. C'est symbole finalement du pouvoir urbain, même si l'essentiel de ce pouvoir est exercé justement par la royauté. Et de l'autre côté de la place, et donc sur cette zone-ci, vous avez l'emplacement de l'ancien Parlement de Metz. Donc le symbole du pouvoir judiciaire ou législatif. Voilà 3 bâtiments qui vont prendre la place. Et je vais revenir sur ma carte. Oups, voilà. Qui vont prendre la place d'un ancien couvent et cloître qui occupait l'espace avant les transformations de Jean-François Blandel, qui est donc l'architecte en chef de ces transformations à partir du XVIIIe siècle. On avait une toute petite place, mais le reste était bien occupé. Alors, ce qu'on apprécie en particulier aussi au XVIIIe siècle, c'est la symétrie. Je ne vous cache pas que là, la symétrie est un peu cassée par un bâtiment emblématique, tel qu'on le voit aujourd'hui, qui est donc la cathédrale de Metz. C'est une cathédrale de style gothique. Comme sa construction se joue sur 300 ans, on aura également une belle portion de gothique flamboyant, comme on le dit. Mais la symétrie n'existe pas telle que vous le voyez aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas. Au XVIIIe, lorsqu'on conçoit la place d'Armes, on a quand même ajouté le long de la cathédrale une rangée de bâtiments dans le style du rez-de-chaussée. Donc, elle existait, cette symétrie. Mais vous ne la voyez plus aujourd'hui. Quant à la cathédrale, elle est particulière pour plusieurs raisons. La première, c'est l'emplacement même qui a été choisi pour la construire. On est là à flanc de coteau, on est sur une colline. C'est pas Rome, mais on s'approche du principe, les collines étant quand même les lieux les plus protégés. Donc, si je vous tourne et que je vous dis qu'à l'arrière de l'hôtel de ville et en direction du musée de la Cour d'Or, on prend un peu cette flèche, la colline s'élève. Par contre, à l'arrière de la cathédrale et à partir de cette rue, la colline descend. Donc, on a choisi un site qui n'est pas plat pour la construire. La seconde particularité, c'est l'emplacement des tours. Donc ici, je vous fais deviner les picots de la tour du chapitre qui se trouve de l'autre côté de la toiture, et là, la tour la plus emblématique qui est la tour de la Mute. Alors, elle fait 88 mètres de haut à peu près. Et elle s'appelle Tour de la Mute en raison d'une cloche d'environ 9 tonnes qui sonnait pour ameuter la population.
Donc, cette tour de la Mute, on le devine, ne se trouve pas en façade. Juste pour que vous ayez une petite idée, voilà la façade aujourd'hui. Et lorsque je vous parlais des ajouts du XVIIIe siècle, voilà à quoi ressemblait cette façade à partir du XVIIIe siècle. Donc, il y a eu quand même quelques petits changements en raison de cet aménagement, de modernisation souhaité par l'autorité et mené à bien par le grand spécialiste de la théorie architecturale qui était Jean-François Blondel à l'époque. Donc, vous constaterez également que d'un côté, on a des contreforts qui n'existent pas du côté droit. Donc, voilà une petite différence. Ici, vous avez la tour du chapitre, la tour de la Mute, qui est ici surmontée d'un petit globe et du drapeau messin blanc et noir. On le devine dans le cas présent, plutôt qu'on ne le voit d'ailleurs. Et arrive la troisième particularité, c'est que vous voyez aujourd'hui un beau portail ici et un autre portail là. Donc, on donne l'impression que l'entrée principale se trouvait à la façade occidentale, mais que nenni. Parce que au précédent, avant l'époque de Blondel, il n'y avait point d'entrée ici. Et l'entrée se faisait donc sur le côté latéral, côté place d'Armes, à cet emplacement. Comme vous ne pouvez pas le voir, on va faire un saut à l'intérieur. Voilà. Donc, nous sommes passés par cette modeste porte qu'on appelle de l'autre côté le portail de la Vierge. Et voilà l'autre porte qui est nettement moins modeste et celle que nous venons de quitter à l'extérieur. Voilà. Donc, voilà une autre particularité, 3 points intéressants au niveau de la construction de la cathédrale. Alors, je vous laisse appréhender un peu les volumes, parce que généralement, quand on fait visiter cette cathédrale, c'est ce qui marque en tout premier nos visiteurs. Voilà, vous êtes un peu dans la position du visiteur, même si la vision de ce format déforme un peu. Et je vous dis, c'est impressionnant en vrai, c'est bien cela. Voilà, je dis ça déforme un peu ce qu'on voit là, mais c'est bien plus impressionnant en vrai. On est quand même sur un bâtiment qui a 300 ans, qui tient toujours, malgré l'emplacement qui paraît un peu, disons, discutable pour une construction d'une telle ampleur. Alors, en plus de ça, on va essayer d'amplifier ces impressions par quelques techniques qui est imposée par la localisation. C'est déjà la largesse. Elle ne fait que 15 mètres de large, cette cathédrale. Vous avez aussi des bas-côtés d'une hauteur de 14 mètres et qui méritent, pour ainsi dire, bien leur adjectif de bas. Alors, généralement, elles sont plutôt hautes. On est dans un mouvement optimiste de construction, donc on monte le plus haut possible et la valeur d'ajustement se fait au niveau des hautes fenêtres, ici. Mais là, on est tout à fait contraire. Les adjectifs correspondent. Les bas-côtés sont bas, les hautes fenêtres sont hautes. Donc, ça joue. On joue également avec les arêtes au niveau de la toiture qui descendent le long du mur et se poursuivent sur les colonnes. Donc, je ne vous apprendrai rien que quand on porte une chemise avec des lignes verticales, on a l'air un peu plus élancé qu'avec un t-shirt avec des lignes horizontales. En architecture, ça colle aussi. Et sur la partie arrière, au niveau de la luminosité, on a la sensation que le chœur s'élève encore plus haut que le restant de la nef. Or, il s'agit là encore d'un effet d'optique, car si on se trouve sur la dernière marche du chœur, à ce niveau-là, la hauteur est à peu près similaire à ce que nous aurions ici, là, pour une vision un peu plus différenciée. Alors, de ce fait, la cathédrale de Metz, c'est la 3e plus haute de France. Vous avez Amiens qui est positionné en pole position, qui a la médaille d'or, avec ses 48 mètres de hauteur. Ça a quand même posé quelques petits problèmes de stabilité. Beauvais. Amiens, pour son compte, est à un peu plus de 42 mètres et nous, on est à 1 pouce.
Bon, ça dépend du pouce de l'artisan, juste en dessous. Alors, accessoirement, il y a une autre chose qu'on peut remarquer, et c'est quelque chose d'intéressant à noter. Tous les piliers de la cathédrale, église de l'évêque, sont fasciculés. Ainsi, se donne le nom de ces piliers, sauf les deux premiers. Or, les deux premiers piliers de ce côté-ci, les deux suivants qui sont là, appartenaient en réalité à une autre église, non pas celle de l'évêque, qui s'appelle cathédrale, mais du chapitre. Et notre édifice religieux aujourd'hui est la réunion de deux églises. Du coup, la tour de la Mute, qui on s'attendrait à être placée en façade occidentale, est bien en façade de la cathédrale, au sens ancien du mot cathédrale, église de l'évêque. Donc tout s'explique. Je vous fais entrer un court moment dans la petite chapelle de Notre-Dame-la-Ronde, ainsi nommée, donc la partie la plus ancienne, avec les magnifiques vitraux de l'atelier de Munich. Ces vitraux sont du 19e siècle. Et on va faire le petit tour pour constater qu'en termes de reliquats également, Notre-Dame-la-Ronde, ainsi s'appelait cette église, avait son entrée personnelle de ce côté-ci. Donc, Notre-Dame-la-Ronde est positionnée perpendiculairement à la cathédrale Saint-Étienne. On va avancer encore. Je vous emmène au niveau de la chapelle du Saint-Sacrement. Que le petit surnom, le petit nom de la cathédrale de Metz, c'est la lanterne du bon Dieu, en raison de la surface vitrée. Alors, soit il faut être dans le cœur pour s'en rendre bien compte, mais avant d'y parvenir, ne serait-ce qu'en étant sous les bas-côtés, on peut déjà constater que les murs sont très évidés pour l'installation des vitraux. Donc, Metz a cette chance d'avoir une surface extraordinaire de vitraux. On est à 6500 mètres carrés, ce qui est l'équivalent d'un stade de foot, si on devait mettre tous les vitraux les uns à côté des autres, ce qui la positionne comme étant la plus vitrée de France. Maintenant, au niveau européen, indéniablement, on a la surface de vitraux gothiques la plus importante en Europe, et j'insiste sur gothique, ça remonte bien à l'époque du Moyen-Âge. Et aussi longtemps que les habitants de Cologne qui viennent en visite chez nous m'expliquent que leur cathédrale n'est toujours pas terminée, on garde la médaille d'or au niveau européen global aussi. Mais pourquoi n'y a-t-il pas de vitraux là où tu as positionné ta souris? Moi, je voulais juste montrer la surface. Alors, les vitraux, ça va arriver. Donc, la globalité, c'est que on a une très grande surface et des vitraux qui vous permettent de voyager à peu près toutes les époques. On devine, et je ne peux malheureusement pas aller de façon plus précise à cet ensemble-là qui est du XXe siècle, Roger Bissière. C'est un ensemble un peu mosaïcal qui a un alter ego de couleur chaude juste au-dessus de la boutique. Oui, je vous l'accorde, c'est pas très pratique pour le constater, mais vous viendrez voir de vous-même pour vous en rendre compte. Roger Bissière, c'est le XXe siècle. Au passage, c'est la rosace qui se trouve ici en couleur chaude. Vous en voyez un double à Rome quand vous visitez le Vatican. Donc, c'est quand même intéressant de savoir que Metz est mentionné à Rome grâce à ces vitraux. On va entrer là dans la petite chapelle du Saint-Sacrement pour d'autres vitraux du XXe siècle. Voilà, donc là, on a affaire à Jacques Villon. C'est un artiste du mouvement cubiste qui va être interrogé pour réaliser les vitraux de cette petite chapelle, la seule latérale, si j'accepte, c'est le chœur de Notre-Dame-la-Ronde, pour réaliser des vitraux essentiellement d'inspiration du Nouveau Testament. Donc, au centre, on a un cheval, un romain avec une lance, et là, vous avez le Christ en croix. Alors, assez originalement positionné de façon latérale, on ne le voit pas en face, comme on a l'habitude de le faire. Et là, juste pour le mentionner, vous avez la tête du Christ, tête qui se retrouve voisine de Marozas à Rome également. Donc, Roger Bissière et Jacques Villon sont des artistes reconnus,
À 83 ans, Jacques Billon a quand même une longue histoire artistique. Il vient d'une famille artistique, donc on a des vitraux qui sont extraordinaires. Beaucoup confondent avec un autre artiste que je mentionnerai tout à l'heure. Donc la crucifixion qui est là, la scène qui est ici, les apôtres représentés les uns en face des autres, le Christ ici, les noces de Cana. Et ce qu'on ne voit jamais, enfin, quand on fait une visite guidée en raison de la nature de chapelle où on se recueille, c'est la chapelle du Saint-Sacrement, en tant que groupe, on n'entre pas dans cette chapelle, par respect. Mais vous pouvez parfaitement le faire et vous voyez qu'il y a deux autres ensembles qui complètent, qui reprennent, eux, des thématiques de l'Ancien Testament, Moïse sur le mont Horeb et la Pâque juive. Alors, cette chapelle a également été la nécropole de plusieurs évêques de Metz qui vont se retrouver délogés par la Révolution. Mais en ce souvenir, il y a 2 gisants également dans cet espace qui se trouvent à droite et à gauche. Notable également, et toujours en fait, c'est intéressant de le savoir, c'est que cet ensemble de fer forgé, cette grille fer forgé a été ajouté au XVIIIe siècle et que c'est un élève de Jean Lamour qui s'en est occupé, le même qui a réalisé les mondialement célèbres grilles au niveau de la place Stanislas à Nancy. Donc nous, on a également un élément intéressant d'orfèvrerie métallique à présenter. Je repars et je sors un peu. Valentine, est-ce qu'il y a des questions au cas où? Non, ils ont le droit de poser des questions. La seule question qui a eu lieu, c'est la mienne. Parce que je me suis dit, c'était le moment de faire un clin d'œil autour, en fait. C'était pour ça que je te posais la question de savoir il n'y avait pas de vitraux à l'endroit où tu avais positionné le curseur, enfin la souris. Ce que je voulais, c'est ça. C'est voir la surface évidée. Et donc, oui, il y a quand même un endroit où on voit bien la nature de lanterne du bon Dieu. Alors, pour voir des vitraux, c'est vraiment l'emplacement parfait parce que vous êtes entouré de vitraux. Je vous laisse apprécier le jeu des couleurs dans les vitres. La nature légère qui a été donnée à ce cœur de cathédrale, la jonction en forme d'étoile entre le transept et la nef. Alors, je fais une courte digression. L'étoile que vous avez là est une référence également au chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui, quand on faisait le pèlerinage en venant du Saint-Empire, l'une des premières étapes, c'était la cathédrale de Metz. Et puis, on tourne encore un peu pour se rendre compte que ces grands ensembles vitrés existent également là-bas au fond, au niveau de la porte d'entrée. Vous avez là un ensemble considérable. Alors, ceci dit, la cathédrale n'a pas été construite, a été construite sur 300 ans, donc il y a différentes étapes. On va commencer par la nef principale, puis on va ajouter Notre-Dame-la-Ronde, qui est l'église du chapitre. Le chœur est donc la dernière phase de transformation de cette cathédrale gothique, chose que je n'ai pas mentionnée au passage précédemment. Avant d'avoir cette cathédrale gothique, nous avions sur le même emplacement une cathédrale romane, qui elle-même remplaçait une autre église. Et au fur et à mesure du pouvoir des évêques et de la volonté d'en mettre, pardonnerez l'expression, plein la vue, les bâtiments devenaient de plus en plus imposants. Donc, on a différentes périodes, mais déjà, tout au fond, on avait tenté, et on a réussi d'ailleurs, une façade vitrée complète, qui est ici. Et à l'origine, ces vitraux descendaient, rappelez-vous, il n'y avait pas de porte avant le XVIIIe siècle, jusqu'au niveau des lustres, au niveau de cette façade. Donc 424 mètres carrés d'espace vitré. Si je donne un chiffre, la rosace fait 11,25 mètres, elle serait placée un peu plus bas, elle ferait toute la largeur de cette façade. Et on devine, quand on est dans le chœur, et là, il va vous falloir me croire sur parole, une crucifixion dans le centre ici qui paraît minuscule, mais qui fait quand même 2,20 mètres. Donc, on a là un petit chef-d'œuvre qui va valoir à son artisan l'insigne honneur d'être enterré dans la cathédrale. Et c'est comme ça qu'on connaît son nom.
parce que généralement les artisans, ils sont plutôt inconnus. Donc, il s'agit ici de Hermann de Münster. Il y a quand même une chose qui marque aussi, hormis l'extraordinaire volonté de créer une surface vitrée de cette nature dès le XIVe siècle, c'est que ces vitraux sont très clairs en comparatif de ceux-là qui ne sont qu'une petite centaine d'années plus jeunes. On est au tout début du XVIe siècle. Or, la tradition veut des vitraux très colorés. Donc, ceux de Hermann sont un peu hors norme à ce niveau. Et ça se comprend tout de même. L'étroitesse de la cathédrale, le parcours du soleil lui-même, le fait que le chœur où nous nous trouvons était encore roman à l'époque des vitraux d'Hermann explique qu'on ait souhaité apporter un peu plus de lumière. Quand on transforme ce chœur roman en chœur gothique, là, on peut s'en donner à cœur joie, je veux dire. Donc, on a là des vitraux qui sont de 1504, qui reprennent les codes de l'art médiéval, les représentations des martyrs, des saints, ici des évangélistes. On connaît les noms des personnes quand on connaît bien sa Bible. Sous les pieds de nos martyrs, il y a les scènes de leur mort, ce qui veut dire qu'on vous donne des indices pour l'identifier. L'écriture n'est donc pas présente. Et les couleurs multicolores sont là pour rappeler que la Jérusalem céleste est elle-même très colorée. Donc, on est à la fois sur un mode pédagogique, d'enseignement par rapport à la religion, mais également théologique et, on va dire, symbolique. C'est donc début du XVIe siècle et l'intérêt, c'est que juste en face, je fais un petit demi-tour en essayant d'éviter de vous donner le tournis. C'est une chose qui arrive quand on est dans ce chœur. Vous avez... Déjeuner. Oui. C'est une chose. Vous avez d'autres vitraux qui ne sont qu'une vingtaine d'années plus récentes. On est en 1524 et là, on a la Renaissance. Donc, les différences, c'est la façon de réaliser les personnages qui ont l'air bien plus vivants, moins rigides et statutaires. C'est beaucoup plus vivant. Le drapé, il bouge. Vous avez le nom des personnages. Ça vous facilite la vie, puis-je dire. Et contrairement à la période précédente où tout le monde mettait quelque part la main à la poche, là, vous avez le personnage d'Otto Savin qui va s'occuper de financer l'intégralité du vitrail. Donc, le vitrail devient meilleur marché pour la postérité. Alors, il le donne sur son lit de mort. C'est le neveu qui s'assurera que le travail sera bien fait par l'artiste. Et on vient de changer d'époque. On ne parle plus d'artisan, mais on parle d'artiste qui signe son œuvre avec les lettres V et B 4 fois, là en haut, et la date 1521. Alors, cet ensemble va tellement plaire à l'évêque de Metz de la période que celui-ci va missionner ce même Valentin Bouche, un artiste strasbourgeois, pour réaliser les autres vitraux qui sont là. Je vous cacherai pas que quand on change quand on n'a plus qu'un seul mécène, généralement l'artiste réalise ce que le mécène souhaite. Donc, notre évêque de Metz souhaitait la représentation de la lapidation de Saint-Étienne. Ce n'est que justice pour cette église qui lui est consacrée, mais il y a également des éléments qui sont légèrement plus profanes, comme la galerie de famille, sa belle-sœur, son frère, ses parents, et les blasons, qui sont un peu moins religieux dans ce programme de la cathédrale. Donc, on a de magnifiques vitraux, je vous fais un petit point arrière. Et vous devinez d'autres. Alors, le chœur a ceci d'intéressant qu'on y a les vitraux les plus anciens et les plus récents, mais les plus récents, c'est ceux qui sont les plus connus aussi, sont la réalisation de Marc Chagall. Alors, on devine un ensemble de Marc Chagall ici. Je vous le dis, il faudra me croire sur parole, vous avez un autre ensemble qui est là. Je vais grimper un peu dans le chœur et on va tourner pour que vous ayez également les autres zones qui sont concernées par son œuvre. De nouveau le triforium qui est là, le vitrail jaune qui est ici et
un dernier ensemble qui se trouve là. Donc, Marc Chagall a quand même eu l'insigne honneur de se trouver dans le cœur de la cathédrale et il a une surface très importante par son action. Il lui a fallu environ 8 ans, de 1960 à 1968, pour réaliser cet ensemble. Donc, avec essentiellement une inspiration qui provient de l'Ancien Testament. J'en profite pour signaler, puisque nous parlons de Chagall, je fais une petite parenthèse, ce qui laisse à Estelle le temps de reprendre son souffle, pour signaler qu'à l'heure actuelle, vous avez la possibilité de visualiser une partie de la visite virtuelle, donc de l'exposition Chagall, le passeur de lumière, qui est au centre Pompidou-Metz. Alors bien sûr, dans les circonstances, on ne peut pas s'y rendre physiquement, mais il y a toujours cette possibilité de visite virtuelle qui vous introduira à cette grande exposition. J'ai fini ma parenthèse, Estelle. C'est très bien, elle tombait juste à pic. Alors, bon, je vous détaille pas tout, sinon vous n'avez aucune raison de venir, et ça, c'est pas le souhait. Vous constatez... Il en reste tellement. Eh ben voilà, donc juste il y a des petites peintures murales, il y a des chapiteaux qui ont des petites originalités dans les représentations. Dans le côté légendaire, notre fût de colonne romaine qui a vu ce soir le premier évêque de Metz, bon, pas sous cette forme-là, ça a été taillé au 3e. Et dans la mesure où nous sommes dans le cœur, mais normalement non accessible dans nos groupes, je peux vous faire quelques petits zooms qui vous permettent de constater la richesse du travail au niveau des stalles du cœur de la cathédrale. C'est quand même très travaillé. Il y a des petites originalités qui sont intéressantes à savoir. Puis au passage, je me tourne encore. Vous constaterez qu'il y a un grand orgue ici, mais généralement, ce qui étonne, c'est l'orgue qui est ici accroché, qui date du XVIe siècle. Donc, un orgue en nid d'hirondelle. Ce qui marque, c'est surtout qu'on ait mis un orgue au pied des vitraux, mais il faut avouer que, vu la surface vitrée, c'est assez difficile de trouver un emplacement qui mette en valeur l'instrument. Donc, il n'y avait que des orgues en nid d'hirondelle à la base. Et un un mobilier liturgique moderne, lui également. Donc, voilà des petits éléments. Je vous en garde sous le pied le jour où vous viendrez, garanti. Et on va redescendre parce qu'on va se rendre sur un dernier site pour cette visite. Voilà, tout doucement. Oups, par là. Non, donc, oui, j'oublie toujours, il y a un moyen plus direct. Là, je vous fais du tourisme supplémentaire dans la cathédrale, tel que je vois les choses. On est à l'extérieur, le jour tourne vite dans des visites virtuelles. Et nous voilà à la porte des Allemands. Pour que vous situiez la situation, nous étions là. Nous sommes remontés. Pardon ? On situe la situation, je te laisse. Bah ouais, c'est des petits lapsus. Au moins, tout le monde s'en souviendra. On a remonté la voie principale qui date de l'époque romaine pour passer à la cathédrale et nous descendons vers la porte des Allemands. Alors, avec cette carte, on constate que la porte des Allemands fait quand même partie d'un ensemble de défense important pour Metz. On construit un rempart à partir du XIIIe siècle. Juste pour que vous situez là, c'est la situation c'est la période antique, de Divodorum, la ville des dieux des médiomatriques. Voilà la première enceinte qui protégeait la cité jusqu'au XIIIe siècle où on réalise la seconde. Donc, la surface de Metz s'en est vue véritablement agrandie. On a toujours les éléments naturels qui participent à la défense, la Moselle, mais également la Seille. Donc, en tout, dans la période de prospérité, les remparts de Metz, c'était 5,5 km de long. On peut toujours en parcourir une grande portion le long de la Seille et de la Moselle. Il y avait 78 tours et 12 portes.
Il y a une chose où on ne badine pas à Metz, c'est la sécurité. Donc, et ils en avaient besoin puisqu'au XIIIe, la situation géopolitique était troublée, sachant que les Messins avaient mis leur évêque qui gérait la ville à la porte. Il n'a pas tellement apprécié et il fallait se défendre contre les assauts de l'extérieur. Donc voilà une petite idée de l'importance du parcours des remparts. Et ma porte des Allemands, elle est ici. Elle est avec la porte serpenoise qui est là, les deux seules portes qui ont survécu aux aménagements du XXe siècle. Car jusque-là, les remparts avaient été préservés. Mais avec l'annexion et Guillaume II, il y a le souhait d'agrandir Metz, d'en faire une vitrine du pouvoir impérial. Donc cette portion-ci va se retrouver éliminée pour permettre la construction, c'est sur la partie arrière, de la nouvelle ville, dont la gare fait partie. Donc, on a cette porte des Allemands qui est toujours là pour montrer l'importance du bâti. C'est un petit château fort en réalité. Je vais vous amener sur... hop là, je vais aller sur la partie qui concerne la porte des Allemands. On va faire un petit tour, ce qui va vous permettre d'apprécier, on va dire, l'évolution. Au départ, 13e, vous aviez donc deux grandes tours qui étaient du côté de la ville et juste un pont. On poursuit, on va avoir au 15e siècle l'ajout de deux autres tours plus basses, crénelées et bien plus épaisses. Les murs font 3,50 m de large sur la partie basse. Le pont existe toujours, mais on a un peu donné un angle pour la seconde portion. La Seille est toujours là. Je vous présente la situation au XVIe siècle, juste avant que Charles Quint essaye de remettre la main sur la ville sans y parvenir, les remparts étant d'une très grande efficacité pour le contrarier sur ce point. On poursuit, on va arriver à 1674, donc Metz est française. Le bâti souffre légèrement, mais il est toujours présent. Et en 1835, la période française, voilà toutes les évolutions qu'on va avoir juste avant l'annexion. Et au début du XXe, on construit un autre pont sur l'avant, la porte des Allemands faisant office de musée. Donc voilà pour les différentes évolutions. Vous voyez les remparts qui existaient encore et les hauteurs qui sont concernées. Je reviens à mon origine. Donc, une évolution qui va du XIIIe particulièrement au XVIe siècle. Après, les méthodes d'attaque étant de plus en plus virulentes, le bâtiment va souffrir et il va falloir augmenter ou plutôt améliorer le système défensif avec d'autres infrastructures. Vous voyez ici l'effet Vauban ou Cormontaigne. Alors, on va entrer à l'intérieur. Voilà, dans le cœur. Voilà mes tours crénelées qu'on ne voit pas. Et puis, vous remarquerez qu'il y a bien un arrondi, ce qui est fort pratique parce que si jamais vous parvenez à passer la première partie, le gros de la troupe n'arrivera pas à passer les herses. Et quand elle le fera, ça sera au compte-gouttes et on vous attend pied ferme à l'arrière. On a le logis des mercenaires, des défenseurs qui étaient à cet emplacement-ci. Et on a là les deux autres tours qui sont les parties les plus anciennes du côté de la ville. Vous voyez un petit accroche ici qui démontre, si vous voulez, voilà, qui démontre ici, bon, il y a la vignette qui me gêne, là, qu'il y avait bien un bâtiment qui rejoignait les deux tours. Et moi, je vous fais faire un petit passage par le dessus. Le XXe siècle, la période allemande, comme pour Viollet-le-Duc d'ailleurs, on a une tendance à restaurer un peu à la mode imaginatif. On va ajouter cette plateforme avec ses créneaux. Vous avez la vue sur la porte, sur la rue des Allemands. Alors, petite information, le nom de la porte des Allemands ne vient pas parce que c'est les Allemands qui les ont construits.
on appartenait au Saint-Empire romain germanique, donc on était dedans, mais en raison de la présence, non loin d'ici, d'un hôpital géré par les chevaliers teutoniques. Donc c'est en leur honneur que cette porte a été dénommée de cette façon-là. Et je reviens sur ma plateforme parce que elle est bien pratique pour voir le paysage d'en haut. Je vais tourner les portes. Là, vous avez une porte qui permet de descendre avec un ascenseur. Ceci dit, il y a une petite originalité. On va arriver sur la petite tour. Je pense que vous avez peut-être entendu parler du château de Chambord avec son escalier à double révolution. En clair, ceux qui montent ne voient pas ceux qui descendent. Or, il se trouve que nous avions ça à Metz avant. Déjà, voilà, là, l'escalier qui permet de monter. Là, c'est l'escalier qui permet de descendre. Voilà. Petite vision un peu tronquée. Donc, il y a des particularités dont on pense que c'est Léonard de Vinci qui en est l'inventeur, mais il en a peut-être entendu parler comme étant quelque chose en Europe, donc à Metz en tout cas. Ce qui est fort pratique lorsque vous êtes pris en tenaille par les ennemis pour ne pas gêner les défenseurs qui doivent circuler dans cette tour. Et je redescends ici. Je vais vous montrer par ici. Je vais aller quelques points de vision. Non, c'est pas ça. Pourquoi est-ce qu'il m'a parti? Voilà, donc quelques points de vue pour vous donner une petite idée à quoi ressemble cette porte dans les alentours. Donc, on a également là le système défensif qui est présent. Vous avez des archères qui sont des ouvertures rondes. La mention d'Henri de Rancoval, qui dans la famille a également œuvré à la Tour de la Mutte, qui est donc la personne qui a fait restaurer la porte des Allemands et améliorer au XVIe siècle. Un petit jardin sur la partie arrière pour pouvoir profiter des animations, des concerts qui sont proposés au sein de la porte des Allemands, qui est un lieu culturel de la ville également. Et une petite chose amusante, on a au pied de la Moselle, ça fait partie du système défensif, une sorte de guérite, le mot m'échappe là, c'est un peu bête de le rater, mais où on voit que les infrastructures militaires peuvent également faire preuve d'originalité, ou du moins de fantaisie. Les bouches à canon sont entourées d'une sculpture qui fait référence à un gros lion, qui pourrait ouvrir très grande sa gueule, ici aussi, des grelots, une lune et un personnage qui est légèrement, je dirais un peu provocateur. Voilà, vous avez l'image globale, on est au pied des murailles. Voilà, provocateur, parce qu'il vous regarde de dessous ses jambes, et en conséquence, ce qu'il vous montre, c'est la lune. Enfin, sa lune à lui. Il y a de quoi être furieux quand on est en face et provoquer de cette façon-là. Donc, cette porte des Allemands est véritablement emblématique, toujours en pierre de Jaumont, très jolie à découvrir, et toujours dans le cadre également des visites le long des remparts, par exemple, qu'on peut vous proposer. Alors, j'ai gardé un peu de temps, je suis peut-être allée un peu vite, mais ça vous permettra de me poser des questions si vous en avez. Est-ce que je coupe mon partage d'écran pour ça ou je le garde? Valentine, tu peux le garder. Il n'y a pas de questions. En revanche, il y a beaucoup de compliments, quelques compliments, ce qui est extrêmement gentil. Je vous remercie tous. Voilà. Alors, on nous demande, pouvez-vous repréciser les modalités d'inscription au programme des visites virtuelles? Alors oui, je vous les reprécise tout de suite. Elles sont sur notre site web tourisme-metz.com. Ce que je vous propose, c'est de vous les envoyer par messagerie, Marie-Noël. Comme ça, vous aurez tout, ainsi que le calendrier, si cela peut vous convenir. Voilà.
Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais en tout cas, donc Carole Végel-Ottavino, qui est responsable du service réceptif, et moi-même sommes donc à votre disposition si vous avez envie d'en savoir plus, si vous avez envie aussi qu'on vous propose des excursions et des séjours à Metz Métropole, si vous avez envie de connaître les grands temps forts voilà, qu'on a prévus au programme. Car oui, malgré le contexte, nous avons prévu des grands temps forts au programme à Metz Métropole, comme par exemple le Festival Constellation de Metz, comme les fêtes de la Mirabelle, comme bien sûr toutes les festivités du temps de l'Avent, les marchés de Noël Saint-Nicolas. Donc tout ça, on peut vous en parler plus en détail lors de rendez-vous. Alors bien sûr lors du salon, aujourd'hui ou demain, mais aussi quand vous le souhaitez, puisque nous sommes joignables par mail et par téléphone de manière constante. Voilà. On a encore quelques minutes où Estelle nous fait admirer des points de vue, des détails, des vitraux, des sculptures. Je vous rappelle également qu'on fête encore et toujours les 800 ans de la cathédrale Saint-Étienne. Alors par contre, oui, la musique c'est trop. Ah oui, c'était pour montrer un petit goût de la musique. Parfois, on me le demande. Oui, alors voilà, mais là non. Voilà, c'est aussi. Alors, on n'a pas vu effectivement tout ce qui fait la spécificité du quartier impérial, notamment puisque je vous rappelle, comme l'a dit Estelle, que la gare de Metz a été élue plus belle gare de France pour la 3e année consécutive en 2021. On en est très très heureux. Et on sera heureux également de vous faire découvrir tout ce qu'il y a en matière de tourisme fluvial, puisqu'on a des promenades en bateau sur la Moselle, de cyclotourisme sur les très nombreuses pistes cyclables, le Mont Saint-Quentin, donc tout ce patrimoine bâti qui est en quelque sorte serti dans un écrin de verdure. Voilà. Nous vous remercions. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Et puis, on vous souhaite un très, très bon salon. Merci Estelle pour ta présentation. Merci à vous de votre attention et d'avoir été avec nous.